c'est pas seulement une question d'inégalité face à l'impôt, c'est aussi un problème pour le développement des pays du Sud, c'est un problème pour le maintien des services publics et de notre mode de fonctionnement, et c'est aussi un problème démocratique parce que ça donne un poids très important au monde de la finance qui permet en fait à la finance et aux banques en particulier d'imposer des législations qui soient budgétaires et des lois, mais tout ça, on va le débattre. Je suis Jean-Baptiste Coutelis. Nous avons à la table, donc au plus loin, Lucie Vatrinet, qui est chargée de plaidoyer sur le financement au CCFD Terre Solidaire. Elle coordonne les travaux de la plateforme de lutte contre les paradis fiscaux. Nous avons Monique Pinson-Charlot, qui est sociologue, qui, avec son mari Michel, qui est dans la salle, ont beaucoup écrit sur la bourgeoisie, sur l'endogamie des classes dirigeantes et sur les effets sur la société. Et nous avons Suzanne Georges, qui est écrivaine, sociologue, altermondialiste et membre fondatrice du Transnational Institute, d'ATTAC, du collectif Roosevelt et de Nouvelle Donne. Et ouais. Alors vous le sentez dans ma voix, moi je suis très ému parce que si j'avais pas eu la chance de pouvoir m'asseoir ici sur cette chaise, j'aurais été là, posé et écouté béat d'admiration devant ces femmes extraordinaires. Et pourquoi on organise ces journées d'été et aussi on parle de ces questions? Je vais de nouveau paraphraser Suzanne Georges. C'est parce que notre rôle, c'est de décrire clairement et de dévoiler les forces qui font qu'à l'heure actuelle, il y a de l'inégalité, il y a de la fuite des capitaux, il y a beaucoup de chômage. De les décrire simplement, avec des mots simples, calmement, pour que le message passe. Et après, de prendre des positions claires pour aider les petits et de ceux qui sont victimes de l'injustice. Voilà, je passe la parole à Suzanne. Merci Jean-Baptiste. Je vous remercie aussi tous d'être venus. La projection avec le micro, c'est bon, vous entendez? Non. Plus fort. Bon, je vais faire de mon mieux. Il y a, je crois, peut-être une confusion au début parce que paradis fiscaux, je crois, est la traduction de tax haven. Et un tax haven, c'est un havre, comme le Havre. C'est un endroit pour les bateaux ou pour trouver un secours, mais je crois qu'en Italie, en Espagne et en France, on a entendu tax heaven, c'est-à-dire le ciel, le paradis. Et c'est vrai que c'est un heaven, c'est un paradis pour ceux qui ont de l'argent et c'est un paradis pour les entreprises, mais il y a mal donne sur le titre. Parce que la plupart des gens, quand ils entendent paradis fiscal, ils pensent aux îles. Ils pensent aux Cayman, aux îles Vierges, à des endroits où il est agréable de se baigner. Et ils ne pensent pas du tout à l'État de Delaware ou de l'État de Nevada aux États-Unis. Ils ne pensent pas, ou beaucoup moins en tout cas, à Jersey, à Guernsey. Ils ne pensent pas du tout à la Cité de Londres, alors que toute l'Angleterre et tout le Luxembourg sont des paradis fiscaux. La Suisse, on l'admirait pour son côté gentil pour les milliardaires. C'est en train de changer. Il y a des progrès dans ce domaine. Et je vais vous dire un tout petit peu lesquels, mais je voudrais vous dire aussi les obstacles et qu'est-ce qui se met en travers de nos luttes contre les paradis fiscaux. Parce qu'il y a beaucoup de luttes, et Lucie les connaît mieux que moi, parce qu'elle est en plein là-dedans tous les jours avec son travail. Et moi, ça n'est pas tellement une spécialité. Mais j'ai travaillé dernièrement pas mal sur les entreprises transnationales et je sors un bouquin, je crois début octobre, à ce sujet. Et je crois qu'il faut connaître non seulement les fortunes personnelles dont Monique a certainement une connaissance encyclopédique. Vous connaissez ses livres remarquables. Mais les entreprises
sont plutôt le gros de ce qui est utilisé et ce qui est l'utilité du paradis fiscal, c'est pour les riches, bien sûr, mais c'est surtout pour les entreprises transnationales, parce que environ 60% du commerce mondial, c'est-à-dire environ 18 trilliards de dollars par an d'échanges, tout ce qui est échange entre transnationales, ça va passer par un ou plusieurs paradis fiscaux. Et je vais vous dire tout de suite, avec un exemple très simple, comment ça se passe, mais quand même un peu difficile. Moi, je suis obligée de l'écrire parce que je l'oublie toujours comment ça marche. Moi, je suis une entreprise transnationale. Bon, OK? Et je vais envoyer, mettons, à Lucie, qui est mon subsidiaire, paradis fiscal, et je vais produire un t-shirt à 10 dollars ou 10 euros, que je vais lui envoyer et lui vendre pour 10 euros. Je n'ai pas fait de profit. Lucie va revendre ce t-shirt à Monique, qui est l'agente de distribution de mon entreprise transnationale, et Monique va le vendre à très cher, à 20 dollars, exactement. Et Monique va faire... non, attendez, alors je me suis déjà trompée. Voilà. Je produis un t-shirt au coût de 10 euros et je l'envoie pour 10 euros. OK, jusque-là, j'arrive. Je ne paie aucun impôt parce que je n'ai pas fait de produit. Lucie le vend pour 20 dollars, mais elle a gagné 10 dollars par t-shirt, mais elle ne paie pas d'impôt non plus parce qu'elle est au Cayman ou à un endroit qui ne taxe pas. Et donc, Monique, qui l'a reçu et qui l'a payé 20 dollars, va le revendre à l'utilisateur final, au commerçant final, à 15 dollars. Et elle va perdre. Donc moi, je vais perdre, parce qu'elle aussi, c'est ma succursale, je vais perdre 5 dollars par t-shirt. Donc, tous mes profits vont rester avec Lucie, mais qui, évidemment, est tellement gentille et généreuse que ça va aller dans les caisses de l'entreprise dont nous sommes tous subsidiaires, n'est-ce pas? Donc voilà comment ça se passe à une échelle monstrueuse. Et il y a aussi toute possibilité de mettre vos frais dans l'endroit que vous voulez. Vous pouvez déclarer actuellement que tous vos frais de publicité ont été à payer aux îles Cayman, ou que tous vos frais de commercialisation ou d'envoi ont été effectués dans tel autre bureau, où il n'y a en général pas de personnel. On pourrait les fermer tous et pas mettre beaucoup de gens en chômage. On pourrait fermer tous les paradis fiscaux et ne pas mettre beaucoup de gens en chômage parce qu'il n'y a pas de personnel dans ces endroits. Ce sont des boîtes aux lettres. Alors, on sait comment faire. Ça n'est pas un problème de connaître la solution à ces problèmes. Le problème, c'est comme toujours la volonté politique de le faire. Et là, il y a tout de même quelques progrès. D'abord, les États-Unis ont passé une loi qui s'appelle la FACTA, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais cela exige que tous les partenaires des États-Unis, tous les partenaires commerciaux déclarent aux États-Unis les comptes qui sont tenus par des citoyens américains dans leur juridiction. Ça, c'est une chose que la Suisse a dû accepter à contre-cœur
mais comme l'économie des États-Unis est tellement importante, tout le monde est un peu obligé de dire oui aux États-Unis parce que sinon ils seront complètement coupés. Il y a des moyens de contrer toute volonté d'indépendance à cet égard. Les Européens n'ont pas donné suite à une loi comme ça, et c'est ce qu'il faudrait faire d'une part. L'autre chose qu'il faudrait, c'est de faire en sorte que la seule façon légale de déclarer dans ses comptes, si on est une entreprise transnationale, c'est de déclarer pays par pays, country by country. Ça s'était inventé vers le début des années 2000. C'est un système qui permet de savoir ce qui est l'activité réelle de chaque compagnie dans chaque juridiction nationale. Il faudrait, parce que ça n'est pas du tout la règle maintenant, même s'il y a quelques progrès là aussi, et une fois de plus, cela vient non pas de l'Europe, ça vient des États-Unis, parce que pardon, le country by country, les déclarations pays par pays consistent simplement à dire quel a été le coût de son activité économique, quelles ont été les ventes, tout le produit de l'activité économique, dire quel est l'emploi, quel a été le coût de l'emploi et quels ont été le profit, juridiction par juridiction, ce qui permettrait de savoir très vite si les profits étaient de 100 millions dans les îles Cayman et seulement de 40 millions en France, alors qu'il y aurait un grand marché en France et qu'on pourrait le savoir par le nombre d'employés déclarés et le nombre et le chiffre de vente en France par rapport au chiffre de vente aux consommateurs des Cayman, on pourrait savoir très vite, les inspecteurs des impôts pourraient juger très vite. Ça donnerait aussi aux compagnies et aux gouvernements locaux, par exemple la France, prenons l'exemple de la France, de savoir quelle a été l'activité réelle en France. Les entreprises ont tous ces chiffres, mais ne veulent pas les donner. Et pour cause, voilà ce qui s'est passé. En France, le rapport, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport parlementaire par Nicolas Dupont-Aignan et Alain Bocquet. Moi, j'en ai entendu parler par une référence anglaise, pas par les médias en France. Ce rapport dit la chose suivante, et ça date de 2013, que la France a perdu, à cause des impôts des entreprises transnationales non payées, a perdu entre 60 et 80 milliards en 2012. Et même si on choisit le chiffre inférieur de 60 milliards, c'est le double de ce qu'ont payé, un peu plus du double de tout ce qu'ont payé toutes les entreprises transnationales en France. Et ils identifient plusieurs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui ensemble ont déclaré un chiffre pour la France beaucoup plus bas que réel et qu'ils auraient dû payer 22 fois les impôts qu'ils ont réellement payés. Alors l'un des arguments que l'on peut utiliser avec le public, c'est de dire, écoutez, ces entreprises sont desservies par nos services publics, ils ont un personnel éduqué par l'éducation nationale, soigné par les hôpitaux nationaux, qui sont transportés sur des routes ou par des transports en public, et dans l'entreprise, ces ordures sont ramassées et ces toilettes sont connectées aux égouts.
elles ne paient pas leur part juste de tous ces services. Ça, c'est l'argument qu'on peut utiliser, mais on ne veut pas passer à ce système pays par pays. L'une des raisons pour cela, c'est qu'il y a quelque chose, une chose quasi officielle, très peu connue. Je voudrais vous demander si vous avez entendu parler d'un organisme qui s'appelle the International Accounting Standards Board, le forum des normes de la comptabilité internationale. Personne. Si? Bravo. OK. Alors, vous pouvez me corriger parce que j'ai travaillé sur cette chose qui avait commencé par l'Europe, qui était affolée d'avoir, au moment où on commençait à faire l'euro et qu'on était, avec l'élargissement en particulier, l'Europe était confrontée à 20 bourses différentes, des tas de systèmes de comptabilité et avait à unifier cela, avait demandé à des gens experts qui venaient surtout des 4 très grandes firmes de comptabilité de venir conseiller la commission sur ce qu'on pouvait faire, confronté à tout cela. Et puis petit à petit, et dans le silence, c'est devenu quelque chose d'officiel. Et maintenant, ce sont 66 pays qui suivent ces règles, c'est-à-dire tous les pays européens, mais aussi beaucoup d'autres, dont les BRICS, dont la Chine, dont l'Inde, enfin la Chine y est presque, dont la Russie, dont beaucoup d'autres pays, l'Australie, qui se mettent en conformité avec les recommandations et les normes de comptabilité dictées par cet organisme qui est encore fait surtout du personnel des 4 grandes firmes transnationales de comptabilité qui ont tout intérêt à ce qu'ils continuent à avoir une clientèle qu'ils peuvent conseiller sur où mettre votre argent, où mettre votre... C'est un conflit d'intérêts incroyable. Mais c'est officiel et j'ai écrit à cet organisme, ce board, pour savoir s'ils avaient mis le reportage pays par pays à leur ordre du jour et j'ai reçu une lettre très polie pour dire il n'en est pas question. Voilà. Alors, ça, le pays par pays, c'est le remède. Ça nous permettrait de savoir qui fait quoi où et qui paie ses impôts où, parce que ça fait aussi partie, il faut mettre dans sa déclaration, juridiction par juridiction, j'ai payé tant d'impôts aussi, ok man, j'ai eu tant de ventes, j'ai eu tant de chiffre d'affaires et j'ai payé tant d'impôts dans chaque juridiction où il y a une activité de cette entreprise. L'autre argument qu'on peut utiliser, c'est que les entreprises purement nationales doivent payer. Elles n'ont pas le choix, ou si elles essaient de frauder, elles risquent très gros. Ça, tout le monde le sait. Mais les très grosses, plus elles fraudent, moins elles sont dénoncées. Il y a quelques progrès dans l'industrie d'extraction, je crois que Lucie va en parler. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi un progrès sur les déclarations des banques. Et là, Michel Barnier, pour une fois, le commissaire français a été utile. Et il dit aussi, après le passage de cela, mais qui a été ralenti, enfin tu peux raconter comment ça s'est fait, ça ne sera peut-être pas fait avant 2017-2018. Mais il a dit, et ça ne devrait pas être seulement les banques, ça devrait être tous les secteurs qui soient examinés pays par pays. Je crois que je dois m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je dois m'arrêter là. Merci. Merci Suzanne. On passe la parole à Lucie. Oui, donc bonsoir, désolée, du coup je vais devoir lire mon ordinateur et tenir en même temps, mais on va y arriver.
Donc, bonsoir à tous. Moi, je répète que je suis chargée de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire pour commencer, donc une grosse ONG de développement en France, et aussi coordinatrice de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, qui regroupe 18 organisations de la société civile française, des ONG de développement donc comme le CCFD, Oxfam, le Secours catholique, aussi des mouvements citoyens comme Attaque, des mouvements de lutte contre la corruption comme Sherpa, Anticorps, et aussi des syndicats, donc le syndicat des impôts, la CGT, la CFDT, donc à peu près toutes les organisations qui travaillent sur l'opacité financière. Donc moi je vais vous parler de la lutte contre les paradis fiscaux du point de vue de la société civile et effectivement des quelques avancées qu'il y a eu ces dernières années et de tout ce qui reste à faire, mais aussi pour montrer qu'une mobilisation citoyenne peut permettre de faire bouger des lignes, même à ce niveau-là, qui paraît souvent complètement opaque, c'est le cas de le dire, et inaccessible pour la plupart des gens. Alors d'abord, pour commencer quand même, rappeler que nous, au CCFD, on s'est intéressé à cette question sur le point de vue des pays du Sud, parce qu'en termes de chiffres, c'est 800 milliards d'euros qui, chaque année, s'évadent des pays du Sud en raison, enfin, ce sont des flux financiers illicites, dont 65% sont dus à l'évasion fiscale des entreprises multinationales. Donc on se rejoint évidemment sur les principaux utilisateurs à combattre. Comme l'a dit Madame Suzanne Georges, ce n'est pas qu'un pays, enfin ce n'est pas qu'un problème de pays en développement, c'est également un problème des pays européens et la France en particulier. Elle a cité les chiffres que j'ai aussi, donc évidemment 60 à 80 milliards de fraude fiscale, c'est presque le montant du déficit public, donc ça donne aussi une idée de l'ampleur du problème. Au niveau européen, ça se compte en centaines de milliards. Et nous aussi, on identifie forcément les entreprises comme ces championnes du contournement de l'impôt, avec tous les intermédiaires qui gravitent autour d'elles, que ce soit des avocats d'affaires, des fiscalistes, des cabinets d'audit et de conseil. Il y a tout un business qui est organisé pour aider les entreprises multinationales à ne pas payer d'impôts. Alors, Madame Suzanne Georges a donné les exemples de Apple, Starbucks, Google. Et moi, je trouve qu'il y a aussi, c'est important de rappeler qu'il y a les entreprises françaises ne sont pas en reste à ce niveau-là. Alors, on dit que, enfin, il y a des rapports, de plus en plus de rapports qui sont publiés sur la question. Mais pour vous donner un exemple, en 2009, on a Total, Danone, Essilor, Saint-Gobain, Schneider, Suez, Environnement et ArcelorMittal n'ont pas payé un seul euro d'impôt sur les bénéfices en France, par exemple. Et avec cet élément d'injustice qui est flagrant, puisque 8% en moyenne, ce sont les entreprises du CAC 40 ne payent en moyenne que 8% d'impôts sur les sociétés, là où les PME sont à 33% le taux légal. Voilà, je vais finir sur cette question par citer Gilles Carrez qui disait dans son rapport: les plus grandes entreprises, celles de plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, payent entre 15 et 20% de l'impôt sur les sociétés, alors qu'elles réalisent entre 50 et 70% du chiffre d'affaires. Voilà, pour donner un peu ces chiffres, je trouve qu'ils donnent forcément l'ampleur du problème. Alors ensuite, les entreprises multinationales, donc on parle de l'évasion fiscale, elles utilisent forcément massivement les paradis fiscaux pour cette pratique. Et nous, au CCFD, on a fait une étude qui s'appelle « Au paradis des impôts perdus ». Donc il y avait la présentation, mais je vous montrerai le rapport. Et donc qui montre que les entreprises sont très peu transparentes sur leur présence justement à la fois, mais dans tous les pays, que ce soit les paradis fiscaux ou d'autres pays. Par exemple, seulement sur les 50 plus grosses entreprises européennes, il y en a seulement 60% qui donnent la liste exhaustive de leurs filiales. Donc il y a des... Oui, mais juste la liste
Donc il y en a qui disent par exemple qu'elles en ont plus de 600 et on n'en retrouve que 22 dans leur rapport d'activité. Donc on ne sait pas où sont les autres ni ce qu'elles font. Vous voyez, même pas, enfin, on n'a même pas la liste des noms parce qu'après on peut encore chercher où le siège est situé, mais il y en a qui ne donnent absolument pas la liste. Et donc ça c'est un premier problème. Et après dans études, nous, on a établi que du coup, elles avaient en moyenne, sur donc, ces 50 plus grosses entreprises, 117 filiales chacune dans les paradis fiscaux. Donc là-dessus, il y a une carte qui est un peu intéressante, mais elle est au milieu, donc je devrais pouvoir vous la montrer rapidement. Ça vous donne une idée, vous voyez. Et donc c'est listé toutes les filiales, donc celles qui sont rendues publiques, des 50 plus grosses entreprises européennes, où elles se situent. Donc on a les Pays-Bas qui remportent la mise avec 943 filiales des 50 plus grosses entreprises européennes. Donc ensuite, il y a quand même des avancées et des choses positives parce qu'on est sur un problème qui est enfin reconnu donc de plus en plus au niveau international on parle de ce problème d'évasion fiscale des entreprises multinationales, que ce soit au niveau du FMI ou du G20, des sujets qui n'étaient absolument pas abordés avant le sont à présent. Et ça représente un vrai momentum politique pour la société civile, mais aussi pour les partis, pour s'emparer de ce sujet-là et avancer dans la réglementation. Alors là-dessus, je ne vais pas revenir sur le reporting pays par pays, comme nous l'a expliqué Suzanne Georges. Nous, c'est vraiment la proposition phare de la société civile depuis des années, qui est enfin reconnue. Enfin, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'avant, on nous parlait de la lubie de la société civile, et aujourd'hui, c'est reconnu quand même comme la solution. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et donc, je vais juste revenir un petit peu sur là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Suzanne Georges, c'est qu'en France, ça ne vient pas que des États-Unis, le reporting. Je voudrais revenir sur l'initiative des régions françaises. Suite à la campagne, il y a une campagne qui a été lancée par la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires en 2010, et dont qui demandait à tous les citoyens d'écrire à leur banque, d'écrire à leurs élus pour demander plus de transparence des banques. C'est parti sur les banques en disant, ben voilà, on voudrait savoir telle banque, tous les pays dans lesquels elle est installée, et exactement ce que Madame Suzanne Georges a dit, le chiffre d'affaires, le taux de profit, le nombre d'employés, les impôts payés, voilà. Donc c'est parti, en France, il y a eu cette initiative qui est partie de demandes de citoyens et ensuite de prise de position des régions françaises. Aujourd'hui, on a quand même 18 régions sur les 22 qui ont pris des engagements pour demander plus de transparence à leurs banques, et 11 qui ont pris l'engagement le plus fort, c'est-à-dire demander à leurs partenaires financiers de publier leurs comptes sous cette forme pays par pays. Et donc, bien sûr, ça a été compliqué à mettre en œuvre au niveau des conseils régionaux. Mais par contre, ça a eu cette conséquence directe, c'est que l'année dernière, la loi bancaire en France a introduit l'obligation pour toutes les banques françaises de publier pays par pays ces informations dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une grande victoire parce que sans l'initiative des régions et des collectivités locales, nous, on pense que ça n'aurait pas été possible. C'est vraiment l'initiative des parlementaires et l'initiative des régions avait rendu cette proposition crédible. Donc, ça prouve aussi que à partir d'initiatives locales, on peut remonter au niveau national. Et dans la foulée, ça a joué aussi sur l'adoption par l'Union européenne de la même obligation pour les banques européennes. Donc, parce que les banques européennes aussi, à compter de l'année prochaine, devront publier les activités de toutes leurs filiales, et puis pays par pays, chiffre d'affaires, profit, nombre d'employés, impôts payés, subventions reçues. Donc ça, c'est quand même une vraie victoire.
Sachant que, là je vais embrayer sur les enjeux à venir, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en France, on a réussi à l'avoir publique, ces informations. Là, aujourd'hui, sur le site de toutes les banques françaises, vous pouvez trouver, elles avaient jusqu'au 1er juillet, mais depuis le 1er juillet, vous avez les premières informations. Le chiffre d'affaires pays par pays et le nombre d'employés. Ce qui donne déjà des trucs un peu marrants sur un chiffre d'affaires dans les îles Caïmans sans salariés, par exemple. Donc voilà, on pourra déjà interroger certaines banques sur comment elles font. Et ça, c'est public. Par contre, au niveau européen, c'est pas gagné encore. Notamment, la Commission européenne doit décider si ce reporting va être public ou non. Et elle a confié l'étude, une étude pour savoir si c'était possible ou non, à un des 4 grands cabinets d'audit, donc PricewaterhouseCoopers, qui s'est... Oui, c'est un scandale, qui s'est déjà positionné contre de toute manière avant, c'est public, donc on sait déjà leur point de vue. Et il y a une mobilisation de la société civile européenne pour dire, déjà pour dénoncer ce qui s'avère être un gros conflit d'intérêts, et puis aussi pour dire, en France, elle publie, donc c'est possible, rendez-le public. Ce reporting, il faut qu'il soit public, parce que sinon, c'est vraiment une base de données importante pour nous en tant que société civile, mais aussi pour toutes les administrations, pour les chercheurs, et puis pour les parties prenantes de l'entreprise aussi. Quand on investit dans tel ou tel domaine, c'est important de savoir ce que fait la boîte. Donc il y a un enjeu énorme à ce niveau-là. Et je vais continuer du coup sur les prochaines étapes. Là, je vous parlais de l'initiative des régions. Bon, maintenant que c'est adopté dans la loi, les régions, elles peuvent continuer de montrer l'exemple, par exemple en demandant ce reporting à toutes les entreprises. Il y a un léger petit problème, c'est que ça demande une réforme du Code des marchés publics ou un risque. En Suède, par exemple, ils se sont dit, c'est pas grave, c'est interdit, mais nous, on va quand même refuser de confier des marchés publics à des entreprises qui pratiquent de l'évasion fiscale, en se disant que franchement, l'entreprise, elle n'allait pas les poursuivre en disant j'ai pas gagné le marché parce que je pratique de l'évasion fiscale. Enfin, c'était un peu difficile. Ils se sont dit que ça valait le coup de prendre le risque d'un procès, parce que c'était quand même difficilement défendable de dire j'ai le droit de ne pas payer d'impôts, mais laissez-moi avoir accès à ce marché public. Au niveau des initiatives, pour en rester au niveau des initiatives des collectivités, il y a un appel, la France d'ailleurs a été leader là-dessus, mais maintenant il y a un espèce de collectif des collectivités locales européennes qui s'est mis en place, parce qu'il y a plein d'initiatives comme ça dans différents pays, où des collectivités prennent des mesures contre les paradis fiscaux et pour la transparence. Au niveau national, nous, au CCFD, ça y est, on lance une campagne qui s'appelle Multinationales hors jeu, et une des demandes, c'est de demander à ce que ce reporting soit appliqué à minima à toutes les entreprises qui bénéficient d'un soutien public, quel qu'il soit. Les entreprises dans lesquelles l'État a une participation, mais aussi celles qui sont soutenues par la COFAS, par l'AFD. Donc là, c'est une demande forte. Donc ça, ce serait possible aussi à ce niveau-là. Il y a des initiatives intéressantes aussi en tant qu'actionnaire. Il y a des fonds de retraite publics qui ont refusé cette année de voter les comptes des banques qui ne publiaient pas pays par pays. Donc oui, c'est 0,1% des voix, mais ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui peut être fait à ce niveau-là, sur les fonds de retraite par exemple. Et je vais vous parler pour presque finir du secteur extractif, puisqu'on m'a encouragé à le faire. Alors le secteur extractif, ça fait des années et des années, comme c'est un secteur particulièrement opaque, que les sociétés civiles sont mobilisées du monde entier. Ça a commencé aux États-Unis vraiment à ce niveau-là, pour demander à ce que les industries extractives publient les paiements qu'elles versent aux pays dans lesquels elles ont leur activité d'extraction. C'est la Dodd-Frank Act pour ceux qui connaissent.
Et en France, enfin en Europe, il y a eu des directives qui ont été votées l'année dernière, les directives transparence et comptable, et qui vont être transposées à la rentrée, là, en automne. Et là, l'idée aussi, il y a un vrai enjeu à demander à ce que ça aille plus loin, parce que là, ce que je vous dis, c'est qu'on demande aux entreprises de publier ce qu'elles versent, donc les impôts, toute forme de paiement au gouvernement du pays d'exploitation. Et nous, on est en train d'essayer de bosser pour avoir le reporting dont on vous parlait plus large, donc tous les pays, et pas que les paiements versés au gouvernement, mais aussi chiffre d'affaires, profit, employés, en se disant qu'on peut calquer l'obligation sur les banques, enfin sur celles qui sont pour les banques, et du coup avancer petit à petit, vu que l'objectif c'est quand même de l'avoir sur tous les secteurs. Donc ça c'est pour ce qui est du reporting, et je vous avais noté 2 autres rendez-vous importants dont je voulais vous faire part. Le premier, Madame Suzanne Georges en a parlé, c'est FATCA. Ça a été discuté au Sénat et maintenant ça va passer à l'Assemblée nationale à l'automne, là, enfin, je pense même en septembre. Donc oui, c'est une mesure non réciproque. Il n'y a que les États-Unis qui demandent des comptes de leurs citoyens américains, mais c'est vraiment le premier véritable pas vers l'échange automatique d'informations. Et du coup, il y a un fort enjeu à soutenir cette loi-là et à essayer d'en faire un duplicata au niveau européen. Et dernier petit point, pour rappeler ce qui s'est passé l'année dernière au moment du projet de loi de finances. Il y a eu un énorme travail des députés pour introduire certaines mesures de lutte contre l'évasion fiscale dans ce projet de loi qui ont été déboutées par le Conseil constitutionnel. Et nous, on encourage vivement les députés à les réintroduire cette année. Ces 3 propositions, c'est l'obligation pour les intermédiaires juridiques et financiers de rendre publics les montages ayant pour effet de soustraire leurs clients à l'impôt, les montages dont Madame Suzanne Georges vous a parlé tout à l'heure. L'élargissement de la notion d'abus de droit, c'est l'optimisation abusive d'une règle fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on dit, l'abus de droit est défini comme toutes les opérations ayant pour motif exclusif d'échapper à l'impôt. L'année dernière, les députés avaient mis pour motif principal et ça a été refusé par le Conseil constitutionnel. Et forcément, exclusif, c'est difficile à prouver, alors que principal. Voilà. Et enfin, l'instauration de sanctions pour la non-transmission de documentation sur les prix de transfert. Et nous, on pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, parce que franchement, les arguments du Conseil constitutionnel, ils ont dit que ça entravait la liberté d'entreprendre de tous les métiers liés à l'optimisation fiscale, en fait. Donc ça, c'est absolument intenable comme argument. Donc, pour nous, il y a un enjeu à remettre ces sujets-là sur le tapis. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et je vais passer la... Merci. Alors c'est moi. Bonjour, merci à toutes les deux parce que c'était vraiment très intéressant. Alors je vais être un petit peu en décalage, mais vous allez voir que tout va retomber très bien. C'est-à-dire que moi je ne vais pas vous parler des paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux c'est un dossier, c'est une expertise, c'est un moment de la guerre des classes, de la guerre de classe que mènent les plus riches contre les classes moyennes et les classes populaires. Et moi, ce que je vais essayer de vous montrer, et ça n'est pas contradictoire mais complémentaire avec ce qui a été dit, c'est que les paradis fiscaux, ce n'est pas des méchants boucs émissaires qui attaqueraient les gentils États protecteurs des pauvres citoyens. Je vais vous montrer tout le contraire. C'est-à-dire que les îles paradisiaques totalement déréglementées sur le plan fiscal, mais aussi, et c'est très important, économique et juridique, sont en réalité des paradis non pas fiscaux, mais néolibéraux. Que les dominants,
que ce soit des grandes familles fortunées, que ce soit des financiers, que ce soit des entreprises. Mais les entreprises, ça quand on dit les entreprises, il faudrait décortiquer les actionnaires, les PDG, toutes les forces sociales qui sont derrière ce mot entreprise, les hommes politiques, les hauts fonctionnaires. Là, je pense évidemment à nos chers et nombreux inspecteurs des finances, tout droit sortis de l'ENA, qui vont et viennent entre le public et le privé et qui veulent généraliser à l'échelle de la planète, pour leur plus grand bonheur, leur seul Dieu, l'argent. Le feuilleton des paradis fiscaux, avec ces épisodes absolument ubuesques et immatures, ils apparaissent, ils disparaissent, liste noire, liste blanche, liste grise. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Tout ça, c'est fait pour masquer le fait que ces soi-disant paradis servent à masquer que ce sont des laboratoires expérimentaux du néolibéralisme pour la destruction des États et des souverainetés nationales qui sont aujourd'hui un obstacle majeur pour que le renard soit libre dans le poulailler. Si la guerre des classes menée par les riches contre les peuples bat son plein sous les palmiers, c'est uniquement grâce à la participation active, et je ne parle pas de complicité, je parle de participation active des politiciens de droite et de la gauche libérale, magnifiquement représentés en ce moment à l'Élysée et à Matignon par les élites du Parti socialiste. Les oligarques ont construit des territoires en dehors de toute souveraineté nationale, c'est-à-dire en dehors du carcan lourd que représente la solidarité à l'intérieur d'un État-nation, signifiant par ce choix leur volonté de mener le monde comme ils l'entendent, à leur guise. Que faire face à ces 600 milliards d'euros qui manquent à la France, comme le titrait Antoine Peillon, mais je pourrais reprendre les chiffres qui ont été donnés par Suzanne et Lucie, et qui régleraient tous les problèmes de nos soi-disant déficits et autres trous de la Sécu. Et j'ai bien dit soi-disant, pour indiquer que ces déficits sont construits par les plus fortunés, par les dynasties familiales de la noblesse et de la... Chaque fois que je change de page, ça, voilà. Comme une arme pour détruire les acquis sociaux liés à la libération et au programme du Conseil national de la résistance. Comme nous l'avons démontré, Michel et moi, dans notre dernier livre sur la violence des riches, qui va d'ailleurs paraître en poche dans 15 jours, je vous le dis. Et si c'est moi qui parle aujourd'hui, c'est toujours en référence aux travaux que je mène avec Michel, qui est au fond de la salle. Alors soyez tranquilles, nous continuons à agir en bande organisée. Les paradis fiscaux, ou plus exactement l'évasion fiscale de notre pays par les plus riches, qui refusent de contribuer aux dépenses publiques, dont je peux témoigner qu'ils profitent beaucoup par ailleurs, est donc un des champs de bataille de la guerre des classes qui fait rage actuellement. La sociologie désenchante, je m'en excuse, mais en même temps, c'est en connaissant la capacité du système capitaliste, basé sur le vol du travail d'autrui, ce fut la corvée au Moyen-Âge, c'est la plus-value aujourd'hui, que les riches héritiers d'argent s'enrichissent toujours plus.
On peut même se demander, j'ai parlé de la corvée et de la plus-value, et je pose même la question ce soir, on peut même se demander si on ne retournera pas à de nouvelles formes dites modernes d'esclavage demain. Les riches ne sont pas des créateurs de richesses. Voilà, le dire et se le dire. Ce sont les ouvriers, les employés, les cadres. J'ai l'impression que c'est un complot des riches. On essaie de te faire taire, Monique. Donc les riches ne sont pas du tout contents dès qu'on dit que ce n'est pas eux les créateurs de richesses, mais que c'est nous. Et c'est absolument incroyable parce que quand on dit ça, ils vous taxent de ringards, de marxistes, de tout ça, et ils persistent à dire que nous, et notamment les ouvriers, on n'est que des charges et des coûts. Et donc, je me suis perdue du coup dans mes petites notes, mais c'est pas grave. Oui, parce que ça, c'est quand même dur d'entendre des François Langlais sur la chaîne publique, au journal de 20 heures, nous dire qu'on n'est que des charges et des coûts. Eh bien, on l'emmerde. Voilà. Alors, excusez mon emportement, mais quelquefois, ça fait du bien. Alors, que faire? Que faire pour freiner l'évasion fiscale? Alors, je suis un peu gênée parce que là, mes deux collègues ont été tellement super et enthousiastes que casser leur baraque me fait un peu de peine. Mais après tout, je suis payée pour ça. Les cocoricots sur la levée du secret bancaire suisse à partir des diverses dispositions dont l'échange automatique d'informations concernant les propriétaires de comptes à l'étranger, n'aboutissent, premièrement, finalement, qu'à freiner la petite évasion fiscale, mais par contre, deuxièmement, à aggraver l'opacité de la grande évasion fiscale par l'utilisation systématique de sociétés écrans de type fiduciaire, trust ou assurance vie, dont l'argent est déconnecté du propriétaire réel. Gabriel Zucman, dans La richesse cachée des nations, montre ainsi que la directive épargne mise en œuvre en Europe à partir de 2004 a abouti au transfert de dizaines de milliards d'euros depuis des comptes suisses à des trusts dans les îles Vierges britanniques ou dans des fondations au Liechtenstein. Le reporting, troisième conséquence, développement des ports francs. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les ports francs, c'est des espèces de grands hangars qui sont dans les paradis fiscaux près des aéroports, qui permettent de mettre à l'abri de taxes diverses, TVA ou droits de douane, des objets d'art, des pierres précieuses, des grands vins, des médicaments qui seront précieux en cas de problème, on ne sait jamais ce qui va arriver pour les plus riches, du matériel de guerre, et qui augmente chaque année davantage en Suisse, au Luxembourg, à Singapour ou en Chine. Quatrième conséquence, paradoxale et perverse, de même que la part des œuvres d'art dans les patrimoines des plus riches ne cesse d'augmenter. Les œuvres d'art, d'abord, ils ne payent pas d'ISF en France. Merci Laurent Fabius, vous savez pourquoi il n'a pas voulu que, bien sûr, il était bien placé. Blanchiment d'argent et utilisation massive des ports francs. Les œuvres d'art, c'est tout simplement génial. Je vous conseille pour cela de vous reporter à la fabuleuse affaire Wildenstein. Donc, vouloir aménager le système capitaliste permet paradoxalement et de manière perverse à celui-ci de rebondir en intégrant la critique sociale et politique, ce qui lui est plus facile aujourd'hui qu'hier, puisque la mondialisation financière et néolibérale concerne désormais l'ensemble de la planète, ce qui confirme leur puissance à chaque instant et notre impuissance malgré l'enthousiasme de mes collègues, et je leur en suis très reconnaissante.
Oui, ils n'ont. Alors, par exemple, je pense tout d'un coup à un interviewé que nous avons longuement interviewé, Michel et moi, et qui nous disait, c'était un spécialiste de la délocalisation des entreprises textiles à travers le monde, et il nous avait demandé d'intituler son entretien « Le monde et mon jardin ». Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, faire une table ronde sur les paradis fiscaux, très bien. Personnellement, donc, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup appris des interventions précédentes, mais pour moi, le risque d'une telle table ronde est toujours de contrer le néolibéralisme avec des façons d'appréhender les différents aspects du social de manière découpée. Les paradis fiscaux, l'État, les banques, l'argent. Et cette manière de découper les réalités économiques et sociales est là pour masquer les rapports de force entre les classes sociales, pour cacher le fait qu'une oligarchie, les familles qui concentrent toutes les richesses et tous les pouvoirs, s'accaparent désormais l'argent sans vouloir contribuer à la solidarité. Donc les paradis fiscaux ne sont pas des entités autonomes de l'État, puisque, j'aurai la cruauté de rappeler qu'un ministre du budget de surcroît socialiste et soi-disant grand bagarreur, boxeur contre la fraude fiscale, a dû démissionner il n'y a pas si longtemps pour détenir un compte offshore non déclaré. Et vous verrez quand on aura avancé, Michel et moi, dans notre travail, comment on pourra peut-être conclure que le cœur de l'évasion fiscale, ce n'est pas sous les palmiers, mais c'est à Bercy. Ni des banques, car ce sont elles, ça on l'a bien vu dans ce qui a été dit avant, qui organisent massivement l'évasion fiscale. Que nous dira exactement le reporting ? On va voir, nous on épluche ça jour par jour très attentivement. Alors, ce découpage du réel est en phase avec l'expertise et la pensée de comptables. Alors que le réel, est-ce que je suis claire quand je dis ça ? Bon. Alors que le réel est profondément relationnel. C'est bien la même classe sociale, celle des riches, qui mène une guerre sans merci, sans pitié, qui ira jusqu'au bout, aux classes moyennes et aux classes populaires. Et c'est cela qui explique les paradis fiscaux, les déficits, la violence idéologique, la violence linguistique. C'est ça qui explique que, avec tout ce qui s'est passé en Europe, on n'a rien de mieux qu'un président de la Commission européenne qui est un grand chef du principal paradis fiscal en Europe. On se fout de qui ? Qui sont les conseillers des présidents de la République, que ce soit Sarkozy ou François Hollande ? Ben, ils arrivent tout droit des associés gérants de la banque Rothschild. Bon. Donc, je m'arrête pour ne pas trop m'emporter parce que je crois que mon heure tourne. Alors, le découpage en dossiers, même dans des postures contestatrices, masque, premièrement, les rapports de classe. Deuxièmement, cela tend à aboutir à la naturalisation du système néolibéral que l'on cherche à apprivoiser comme le soleil, mais point à contester. Troisièmement, la forêt institutionnelle créée pour lutter contre l'évasion fiscale semble aboutir à brouiller la frontière entre l'illégal et le légal, et du coup à permettre le blanchiment de l'argent sale à travers les canaux complexes des modalités de circulation de la finance mondialisée. L'omniprésence de l'optimisation fiscale dont Lucie a parlé, c'est-à-dire la face légale,
de l'évasion fiscale et la fraude fiscale, la face illégale, sont au cœur de notre vie quotidienne. Les banques, les multinationales, j'ai plus besoin d'en parler, on vous en a parlé. C'est de manière légale. Depuis 1918, c'est la Société des Nations, SDN, Société des Nations, qui a procédé tout simplement à l'élimination des doubles impositions. Alors que le candidat François Hollande avait dit publiquement que s'il était élu, aucune banque ne devrait pouvoir travailler avec un pays qui abrite un paradis fiscal. Bien entendu, on n'en a plus entendu parler. Les filiales permettent aux banques et aux entreprises donc de ne pas payer d'impôts là où elles devraient en payer beaucoup pour être défiscalisées là où c'est pas cher. Donc, si vous voulez, c'est assez grave parce que l'optimisation fiscale, il ne faut pas en rire. C'est légal, donc ça deviendrait légitime. Alors qu'en réalité, les bourgeois font leurs lois, mais aussi ils pensent au contournement de leurs propres lois. Et ces contournements légaux, c'est terrible parce qu'ils légitiment la fraude fiscale en réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis la légalité définit la légitimité? Ça veut dire que ça aboutit à la reconnaissance et à l'acceptation de l'ordre dans les rapports sociaux de domination, à une soumission involontaire, au consentement. Et c'est pour ça qu'on est nombreux ici à Nouvelle Donne, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec tout ce qu'on nous raconte, comment ça se fait qu'on ne se soulève pas. En effet, la loi et le droit en général permettent aux dominants, et je conclus, permettent aux dominants de transformer leurs intérêts particuliers de classe en intérêts universels. Les riches transforment l'arbitraire de leur pouvoir, l'arbitraire total de leur pouvoir, en droit et l'obéissance des autres en devoir. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Je voulais continuer, mais je ne sais pas si j'ai le temps. 2 minutes pour 2 petites notes d'espoir. Ah. Bon, la prise de conscience des transformations sociales, je vais être brève, n'entraîne pas automatiquement le désir d'émancipation. Même vous, quand vous nous avez entendus, c'est pas sûr que vous aurez envie de tout changer. Parce que aujourd'hui, nous pensons qu'il faut un processus de militantisme, de solidarité, de collectivisme, d'identification, d'émotion, de convivialité pour accompagner une réflexion collective comme celle d'aujourd'hui. C'est pourquoi, et ce sera vraiment ma conclusion, Michel et moi, on a été trop contents d'être invités par Nouvelle Donne le 22 mai 2014 pour faire un hold-up sur les Champs-Élysées auprès de la banque HSBC, qui a beaucoup de filiales dans les paradis fiscaux. Et on a fait quelque chose de tout à fait impertinent, ludique, très visible. Il y a eu des échos dans la presse, sur Twitter et tout ça. Et donc, je vous invite beaucoup à réfléchir à cette proposition rafraîchissante, de faire des actions diverses, variées, surtout pas emmerdantes, toujours visibles, une dynamique collective qui pourrait s'enclencher de la contestation radicale et profonde d'un système économique, le système capitaliste, qui est en train de mener notre planète à sa destruction et à déshumaniser l'humanité. C'est pourquoi je vous rappellerai que nous n'avons pas à respecter ceux qui ne nous respectent pas. Merci.
préambule, on avait dit que l'idée c'était lever le voile sur les mécanismes, sur les rapports de force, les expliciter de façon claire pour pouvoir justement les combattre. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné une sacrée pêche. Non. Là, on sort tous, on fonce et on y va. Ce que je vous propose, c'est qu'on avait ménagé pas mal de temps pour un échange avec la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler monsieur, qui est là, qui fait le porte-micro. On prend 3-4 questions. Soyez bref pour que tout le monde puisse s'exprimer. Parfait, très bien. Donc, j'aurai la lourde tâche de vous désigner. Et on prend 3-4 questions et puis on refera des séries. Donc, 1, 2, et puis 3. Enfin, on ne va pas faire courir. Donc, on fera allez, le pan du milieu. 1, 2, 3, 4. Et puis après, on fera une série. Voilà. Levez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Allô? Oui. Ok, je ne vais pas bouger. Vous avez parlé énormément d'évasion fiscale. Vous avez parlé de grande évasion fiscale. Vous avez peut-être parlé un petit peu de délocalisation. Est-ce que vous pourriez me parler de délocalisation intra-européenne? Parce qu'un autre problème au niveau des finances publiques, en tout cas, je ne connais pas vraiment le statut en France, je connais surtout le statut en Belgique, c'est que vous avez une possibilité, c'est la possibilité de réclamer le statut pour votre entreprise, du moins en Belgique, de n'importe quel pays européen. Heureusement pour nous, nous disposons de plein de nouveaux pays européens qui n'ont pas vraiment les mêmes standards de vie, même s'ils auraient tendance à nous rejoindre. Et j'aimerais savoir si le comité Nouvelle Donne a une position par rapport à une nouvelle réglementation européenne qui permettrait d'une part, d'un côté, d'équilibrer les finances publiques des pays, dirons-nous, les plus développés, tout en même temps sans sanctionner les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui, aujourd'hui, au final, utilisent une partie de ces formes de délocalisation et d'optimisation fiscale vers des pays européens, certes plus intéressants, comme moteur de croissance. Bonjour, je travaille dans la fonction publique et mon service organise plusieurs marchés publics par an, notamment dans les travaux. Et donc sur les clauses par rapport aux entreprises et aux paradis fiscaux, quels leviers peuvent être facilement mis en place et à quel niveau peuvent-ils être organisés sur ces marchés publics ? Oui. Alors ma question est pour Madame Pinceau-Charlot. Vous nous avez beaucoup parlé des classes des riches. Vous avez beaucoup été en contact avec eux, je pense, à travers vos recherches et vos entretiens. Pouvez-vous nous dresser une sorte de portrait, parce qu'il ne s'agit certainement pas de tous les bourgeois ou de tous les riches ou tous les propriétaires. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit relativement précisément? Merci. Non. Alors je vais répondre à la première question sur la délocalisation intra-européenne. Nouvelle Donne, monsieur, Nouvelle Donne, lors des européennes, justement, dans son programme, avait justement touché du doigt ce problème et se prononçait pour une harmonisation de l'impôt sur les entreprises et sur les sociétés. Il n'est pas à faire quelque chose qui pourrait être dommageable pour les économies conformes de l'Europe centrale. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre exactement. Et moi, je vous donne vous m'avez posé la question sur la position de Nouvelle Donne. Je vous la donne. Après, on peut en débattre si vous voulez. Et autour d'un café, d'une bière, ou je suis dispo après. Hein. Les marchés publics.
Juste sur cette question, il y a effectivement, alors elle a un nom vraiment à coucher dehors cette directive, mais c'est CCCTB, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, enfin en initial anglais, mais il y a des réflexions qui sont en cours au niveau européen pour harmoniser des taux d'imposition. Et là où vous dites, est-ce que ça risque pas d'être dommageable pour les pays d'Europe centrale, à moins d'admettre qu'un modèle de développement économique, enfin, c'est exactement ce qu'on cherche à combattre, c'est que les modèles de développement économique soient basés sur de l'optimisation fiscale. Donc c'est quand même difficilement tenable de dire qu'on voudrait laisser à d'autres la chance de pouvoir se développer en aspirant des revenus qui devraient revenir aux pays dans lesquels l'activité est générée en fait. Ah oui, sur les marchés publics, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question, mais si c'est ce qu'on peut faire sur les marchés, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les marchés publics ? En fait, le problème des marchés publics, c'est pas comme les banques, elles y sont pas soumises, donc on peut pas dire, enfin, par exemple, je sais pas moi, la mairie d'Amiens ne peut pas dire, aujourd'hui, telle entreprise, va être exclue, ne peut pas gagner ce marché parce qu'elle publie pas ses comptes sous la forme du reporting. Elle n'a pas le droit, personne n'a le droit de rajouter des clauses comme ça qui ne sont pas définies dans le code des marchés publics pour exclure ou autoriser, pour exclure des entreprises d'un marché en fait, d'un marché public. Comment ? Parce que sinon c'est la porte ouverte à toute forme de corruption aussi. On n'a pas le droit de décréter, même quelque chose qui semble légitime comme ça, on ne peut pas le changer nous-mêmes, les collectivités ne peuvent pas décider. C'est une mesure, je pense, de prévention de la corruption, parce que sinon on pourrait inclure tout un tas de critères et après pouvoir choisir les amis. Bon, c'est ce qui se passe un peu quand même, mais en tout cas... mais tout ça pour dire que légalement c'est pas possible, et du coup il faudrait changer ce code pour dire on peut exclure une entreprise qui publie pas ça comme ça. Et là où je voulais revenir, sachant aussi que le reporting c'est une étape, une fois qu'on aura tout public, il va falloir aussi prendre des mesures de sanctions vis-à-vis de celles dont on observera, et on espère que ça va servir à ça, des mécanismes douteux et critiquables. Voilà. Sur les marchés publics, je crois que ce n'est pas tellement les paradis fiscaux qui ont une influence, c'est beaucoup plus le traité entre les États-Unis et l'Europe qui va avoir un impact sur les marchés publics absolument terrible. Et ça, j'en parlerai demain soir. Mais je dois vous dire que j'ai du mal, avec l'écho dans le micro, j'ai du mal à entendre chaque mot des questions. Alors, je réponds peut-être à côté de la plaque. Mais ce que je voudrais souligner à la suite de tout ce qu'a dit Monique, c'est qu'il y a tout de même des signes qui m'intéressent d'un point de vue même sociologique. C'est-à-dire, je ne crois pas à la bonne volonté, c'est pas ça. Mais je dis, les paradis fiscaux sont quand même en discussion au G20, qui a donné un mandat à l'OCDE d'étudier. L'OCDE, vous savez ce que c'est vraiment les pays riches, c'est pas du tout une organisation intergouvernementale radicale de gauche. L'OCDE est en train de préparer, avec des commentaires du public d'ailleurs, une sorte de blueprint, oui. Oui, voilà, mais une liste de règles, comment on peut passer vers le reportage pays par pays, avec des règles discutées entre eux, avec une commission spéciale qui travaille en liaison avec une organisation dont je suis très proche, et je suppose toi aussi, qui est le Tax Justice Network. Ça veut dire le réseau de la justice fiscale qui a son siège en Angleterre, mais des branches un peu partout et des experts un peu partout. J'en suis pas
l'un de leurs experts. Mais l'origine de reportage pays par pays, ça vient d'un comptable chartered, c'est-à-dire un expert comptable qui a un diplôme du gouvernement et qui dit actuellement les pays, les comptes des entreprises transnationales devraient faire la concurrence pour le prix Goncourt, pour l'équivalent du prix Goncourt, parce que ces comptes sont des œuvres de fiction. Mais grâce à ces interventions, au réseau de la justice fiscale, à des organisations comme celle de Lucie, aux 800 organisations qui ont obtenu de haute lutte des directives tout de même sur les industries minières, pétrolières et autres et gaz, quelque chose qui est une avancée. Je crois que ça n'est pas la bonne volonté, mais c'est l'impact de la pression publique, c'est la pression organisée. Et je suis bien d'accord qu'il y a une guerre des classes. J'ai même écrit un livre satirique dont le titre en anglais, c'est comment gagner la guerre des classes. Et la citation au début est celle de Warren Buffett, qui dit, qui est le troisième fortune du monde, et qui dit « Il y a une guerre des classes, c'est sûr, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui la mène, et c'est nous qui sommes en train de gagner. » Donc, je suis entièrement d'accord avec votre analyse. Mais je ne voudrais pas qu'on laisse dans l'ombre non plus les avancées qu'on peut faire. Jean-Claude Juncker, le candidat le plus à droite de tous les candidats pour la présidence du Parlement européen, s'est cru obligé de parler. Il s'est cru obligé. Je ne sais pas si c'est sa conviction. Je ne dis pas que j'y crois. Je ne pense pas que dès qu'il prend la présidence, ça va se faire. Mais il s'est cru obligé de parler des paradis fiscaux comme un fléau. Il s'est cru obligé de parler de... Non, mais d'accord, on rigole, on peut rigoler. Mais on verra au bout de 5 ans. Mais je veux simplement dire, il ne faut pas, dans cette guerre, se dire qu'on est sans armes, parce qu'eux ont l'argent, ça c'est sûr. Ils ont commencé beaucoup plus tôt que nous. Ils ont l'allié qui est la globalisation, la mondialisation, qui est une machine à exclure. Ils ont beaucoup de flexibilité. Ils ont leurs organisations comme Davos. Ils ont énormément d'atouts, mais ils n'ont pas le nombre. Ils ont l'oreille des gouvernements, ça aussi, ils ont des lobbies, mais ils n'ont pas le nombre et ils n'ont pas les idées. Et toutes les idées qui sont dans le discours de Juncker, ce sont des choses qu'Attac disait il y a 15 ans. Donc, on peut dire on n'a pas gagné, mais on n'a pas encore perdu non plus. Et ça dépend vraiment de ces quelques prochaines années, si on gagne ou si on perd. Et je suis persuadée, et je vous dirai pourquoi demain, si vous avez l'envie et la bonté de venir, dans notre exercice sur le TAFTA, sur le TTIP, le traité entre les États-Unis et l'Europe, pourquoi je pense que l'on peut en finir avec ce traité. Je pense qu'on peut gagner contre ce traité, et ça, ce serait une victoire tout à fait majeure. Donc, je ne dis pas que ça va se faire, mais je dis que si on baisse les bras, ça ne va sûrement pas se faire. Et donc, c'est une raison d'être ici, c'est une raison d'être à Nouvelle-Donne ou ailleurs, parce qu'il y a d'autres lieux où on peut lutter, mais il faut lutter dans quelque chose et avec d'autres, parce que sinon, c'est la guerre des classes qui est décidée d'avance. Voilà, j'avais envie de dire ça. Oui, alors non, je ne vais pas vous faire des portraits des gens avec qui on a travaillé.
Je vais plutôt vous montrer par rapport au thème de cette table ronde sur l'évasion fiscale, comment la classe dominante, la classe des riches, la classe supérieure, la confrérie des grandes familles, vous l'appelez comme vous voulez, mais il s'agit d'individus regroupés en familles larges qui occupent tous les pôles dominants de l'activité économique et sociale. Ils sont toujours au top de l'art, au top de la recherche, au top de la finance, au top de l'industrie, au top de la médecine, au top de la politique, au top du top de tout. Voilà. Et donc, ces gens-là ont l'habitude de vivre toujours entre eux, dans les beaux quartiers, de se marier entre eux, de se mobiliser. Pardon. Je m'en étouffe. Voilà. Et ça, c'est tous nos livres qui le montrent. De se mobiliser sur tous les fronts, même les trucs les plus bêtes, comme les châteaux classés monuments historiques, jusqu'à l'évasion fiscale. Et puis, c'est une puissance de feu que personne n'a intérêt à sous-estimer. Et là, si j'ai été critique, c'est parce que je conteste les armes, quelquefois, que les militants utilisent. Voilà, c'est tout. J'ai fait un rappel que ce n'était pas si évident que ça de se mouler dans les dossiers imposés par l'OCDE, le FATCA, qui n'a aucune réciprocité. On a le droit d'être critique, même quand on avance, on a le droit d'être critique. Et je vous invite à lire, vous l'avez peut-être tous lu, ce magnifique livre de Luc Boltanski et F. Capello, le nouvel esprit du capitalisme. Et là, quand on a lu ce livre chez Gallimard, il est dur à lire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fécond et très... Enfin, comment il vous stimule, voilà, cherchez le mot, pour vous montrer la force de ce système capitaliste, la force de la classe dominante sur laquelle Michel et moi nous travaillons. Voilà. Et donc, sinon, vous n'avez qu'à nous lire. On a écrit 20 livres, et là, des portraits. Vous avez des Rothschild, vous avez des Wendel, vous avez toutes sortes de gens absolument charmants, exquis, et qui fraudent au plus haut niveau. Les questions, on change d'aile, on vous reprendra après. Si vous êtes d'accord ? Oui. Madame ? Bon, c'est une interrogation personnelle et ça s'adresse à Monique Pinson-Charlot en particulier. Je suis très sensible à son idée que si la critique se découpe en dossiers indépendants, elle perd de sa force. Et d'où finalement une espèce de critique de l'animation d'aujourd'hui qui est dissociée du reste. Et c'est vrai que ça me fait penser au fait que quand on parle de déficit, au niveau de nos responsables politiques, on met en général pas en regard l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale. Hein. C'est toujours traité séparément. D'un côté les déficits et de l'autre côté les paradis fiscaux. Bon. C'est aussi une manière de noyer le poisson. Mais l'interrogation que j'ai en tant que future militante, parce que je ne suis pas encore à Nouvelle-Donne, je viens essayer de prendre un petit peu la mesure et la température. Je lis Le Nouvel Esprit du Capitalisme de Luc Boltanski. Je trouve qu'il n'est pas si difficile que ça à lire, mais très, très, très copieux et long. Mais la question que je me pose, c'est justement, moi j'essaie de m'informer et je me dis que si on ne dissocie pas des chantiers de réflexion, on n'approfondit pas et on reste dans quelque chose de superficiel qui est une certaine indignation sans avoir des éléments d'analyse. Donc la vraie préoccupation, c'est comment, pardon, excusez-moi, j'étais trop longue, c'est comment travailler l'analyse en même temps que les enjeux globaux. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à ça, mais c'est une interrogation que j'ai, c'est-à-dire approfondir les analyses qu'on peut avoir dans des chantiers indépendants, mais en même temps avoir toujours
Et les enjeux, celui que vous citez, c'est les classes sociales qui ont disparu depuis un certain temps, mais qui existent toujours et dont Luc Boltanski parle dans son livre. Merci. Oui. Mesdames, n'hésitez pas. Hein. Non, vous avez une moustache, je suis désolé. Juste une toute petite question par rapport à l'abus de droit, qui est a priori facilement invoqué sur des opérations de particuliers en France. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être utilisé contre des entreprises qui l'appliquent sur des mouvements internationaux ? Oui, bonjour. L'une d'entre vous a parlé tout à l'heure de blanchiment d'argent, mais de façon très, très subtile. Quand on parle de grandes fortunes internationales, de banques internationales, on vient forcément à penser des liens avec la mafia. Vous pouvez nous en parler de ces liens des grandes banques internationales avec les mafias internationales, parce que ça doit quand même aussi polluer le débat et polluer les équilibres entre les deux classes, inévitablement. Monsieur avec la moustache. Merci. Oui, je voulais juste poser une question par rapport à la nouvelle élection de la Commission européenne. Et je voulais savoir, parmi les actions que vous menez auprès de la Commission et auprès de l'Europe, si l'élection de Juncker, etc., comment voyez-vous les difficultés à venir et comment cette nouvelle orientation risque de changer et de compliquer votre action? Je vais en profiter pour prendre la parole derrière. Puisque vous parlez de la mafia, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau règlement qui vient d'être pris par Eurostat, qui impose maintenant aux pays d'inclure dans leur PIB les profits de la prostitution et de la drogue qu'on ne peut pas déjà estimer, mais dont on ne peut pas être vraiment au courant, mais qu'il va falloir estimer. Donc, puisque vous parlez de la mafia. Merci. Monique, tu veux répondre sur les enjeux globaux ou sur la mafia? Non, pas. Moi, je ne réponds pas sur la mafia parce que ça, j'y connais rien du tout. Mais il y a des magistrats, Antoine Carapaton, Jean-Baptiste Guéraud, qui ont écrit des livres. Enfin, où il y a Eric Alt qui est peut-être dans la salle, qui devrait pouvoir vous répondre. Il y a des spécialistes censurés. Non. Ah, c'est peut-être ta faute avec ton ordi. Voilà. Je vais être. Donc, c'est quand tu touches à ton ordinateur. Alors, par exemple, pour les parents, je devais. Non, ça marche pas. Alors, c'est des. Voilà, je vais essayer, puis sinon je me tairai, c'est que ça ne doit pas se faire. Si je devais travailler sur les paradis fiscaux, je ne commencerais pas à partir aux îles Vierges britanniques ou aux Bahamas. Je commencerais par travailler à Bercy. Et je commencerais par travailler par comment se fait-il qu'il y ait une dérogation absolument extraordinaire à Bercy au droit commun. C'est-à-dire qu'un inspecteur des impôts qui repère une fraude fiscale, comme par exemple la famille Wildenstein, absolument énorme, ne peut pas prendre contact avec le procureur de la République et déposer une plainte. Il y a ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Bernard Cazeneuve l'a défendu l'année dernière à l'université d'été où j'étais avec Mathilde, sa chef, becs et ongles. Et ce sont des gens qui filtrent les dossiers. Et bon, on pourrait en dire plus si on faisait une enquête. Je travaillerai sur les inspecteurs des finances qui partent dès qu'ils sont formés par le public, à nos frais, dans les grandes banques d'affaires. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, sur 210 inspecteurs des finances, il y en a 130 ou 140 qui travaillent dans le privé.
hein, puis chaque année, ça augmente davantage. Je travaillerai sur mes grandes familles. Je travaillerai par exemple sur la famille Wendel, sur la famille Rothschild, pour montrer comment ces familles que je connais bien ont toutes été épinglées à un moment ou à un autre par de l'évasion fiscale. Voilà, donc si vous voulez, je donnerai de l'incarnation sociale au problème de l'évasion fiscale. Ça ne sera pas l'évasion fiscale, ça sera les fraudeurs, les voleurs, les criminels. Voilà, ce qui serait tout à fait autre chose. Et je montrerai que ces criminels forment classe et sont corrompus. Sont corrompus dans le sens qu'il s'agit d'une corruption de classe. Vous avez autour de la table, avec Michel, on a souvent été invités, il y avait un financier, un grand industriel, une dame qui fabriquait un apéritif, j'adore, un dessinateur, et voilà, c'est encore censuré. Et c'est une classe qui est mobilisée avec des trucs institutionnels, votre OCDE, des trucs informels comme Bilderberg ou la trilatérale, et une sociabilité mondaine de tous les instants. La mayonnaise oligarchique, elle est bien ferme. Et nous, les classes moyennes, intellectuelles, populaires, on n'est pas foutus. On a tous les ingrédients ce soir. On a tous les ingrédients, les spécialistes, toute la bonne volonté. Il n'en demeure pas. Prends pas. Et c'est pourquoi je suis vive, parce que j'ai envie que ça prenne. Je veux juste dire que la manière dont on compte le PNB dans tous les pays maintenant est tellement idiot que je crois qu'il faut effectivement mettre la prostitution, les profits des drogues, la vente des enfants et ainsi de suite dedans, parce qu'il ne s'agit que de transactions financières. C'est une façon de compter notre richesse qui ne nous dit rien sur ce que nous avons besoin de savoir, c'est-à-dire quel est l'état aussi écologique du pays, quel est l'état social du pays. Je crois que le Bhoutan a bien compris en faisant un pays du bonheur, non pas PIB, mais le produit intérieur de bonheur. Et c'est comme ça qu'il faudrait compter, et ça ne m'étonne pas du tout. Je ne sais pas quels sont ces pays qui intègrent le... Comment? Ah oui, non, mais je ne sais pas qui intègre la prostitution. L'Angleterre, ah bon? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit officiel, en tout cas. Voilà. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'est que les opérations qui sont faites sont légales. On ne parlait pas de mafia. La mafia a d'autres moyens pour laver, pour blanchir son argent. Ce dont nous parlons ici, ce sont des opérations qui sont parfaitement légales. Vous pouvez, si vous êtes une entreprise transnationale, sous les règles actuelles, vous pouvez dire dans une case, il faut dire le chiffre d'affaires et les coûts et les impôts payés dans une case, mais ça c'est pour le siège. Et puis vous pouvez dire reste du monde. Et puis vous inventez ce que vous voulez, c'est le prix Goncourt. Hein. Mais c'est légal. C'est ça l'horreur. C'est pas la mafia. Bon, enfin, c'est peut-être plus haut en couleur. Évidemment, la comptabilité, c'est rasoir. Mais c'est un expert comptable irlandais, néolibéral jusqu'à la trogne, qui voulait absolument avoir cet International Accounting Standards Board pour faire les normes, parce qu'il savait sur qui il pouvait compter. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est le pouvoir légal de cet organisme.
je ne sais pas s'ils peuvent intervenir, mais ce que je sais, c'est que tous les pays européens, y compris les pays de l'Est, y compris les pays qui ne sont pas dans l'euro, en sont membres. Et il faut que tout le monde fasse les comptes comme l'indique, c'est une règle européenne, et il faut faire les comptes comme indique ce forum de comptabilité internationale qui est basé à Londres, qui a commencé informellement et qui est maintenant formel, et qu'ils n'ont aucune intention de mettre le reportage pays par pays à leur ordre du jour. Ils me l'ont dit dans une lettre très agréable. Voilà. C'est la légalité qu'il faut changer, parce que si nous n'avons pas des lois pour graver dans le marbre les choses que nous demandons, ça va continuer. La politique est très très souvent un travail de Sisyphe. Il faut rouler le rocher jusqu'en haut et puis ça redescend et il faut recommencer. Mais si on n'a pas de loi, ça va continuer à être comme ça. C'est pour ça que l'on lutte pour avoir quelque chose qui empêche tout ce que raconte Monique, quels que soient les liens de ces classes, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas faire parce que ce n'est pas très agréable si on est foutu en prison. Monsieur Cahuzac faisait partie de cette classe. Monsieur Cahuzac est maintenant complètement discrédité. Est-ce qu'il est encore invité à dîner? Oui. Oui, très bien. Bon, ben, tant mieux pour lui. Il n'y a aucun problème. D'accord. Bon. Ben, tant mieux pour lui. C'est un milieu qui se serre les coudes, madame. Demandez à madame Charlot. On ne lâche jamais un membre dans le milieu que fréquente madame Charlot pour faire ses trucs. C'est un milieu qui ne lâche jamais personne. Non, ça, il ne lâche jamais. Ben voilà. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais c'est une raison de plus pour que nous, on ne lâche jamais non plus. Voilà. C'est ce que j'essaie de répéter sur tous les tons. Attendez, on finit un petit peu régulier, on essaie de finir et tout ça. Donc je passe la parole à Lucie, rapidement. De toute façon, je crois que c'est Robert Kennedy qui avait dit que le PIB, ça mesurait tout sauf ce qui faisait que la vie valait le coup d'être vécue, non? C'est pas ça? Oui, donc rapidement, sur les mafias, moi je ne suis pas une spécialiste non plus, mais ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que par paradis fiscaux, nous en général on rajoute paradis fiscaux judiciaires et réglementaires, parce que ce qu'ils ont en commun, c'est pas forcément un taux d'imposition très faible, c'est que c'est des territoires extrêmement opaques où tout peut passer, et c'est surtout que c'est l'argent, il arrive et on ne sait pas à qui il appartient, les fameux problèmes des propriétaires réels et des trusts, et là-dessus on parle d'échange automatique, mais nous on met que le corollaire, c'est la publicité des bénéficiaires, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc ils utilisent, c'est ça, c'est que le crime organisé, les entreprises pour l'évasion, les riches pour échapper à l'impôt, utilisent le même système en fait, les mêmes territoires qui permettent de ne pas savoir d'où vient l'argent et voilà, donc c'est ce que je peux juste dire sur les mafias, mais il y a effectivement des personnes beaucoup plus qualifiées d'ailleurs dans la salle. Sur la Commission européenne, on y travaille. On aimerait bien organiser des formations, enfin pas des formations, mais des rencontres avec les eurodéputés. On avait rencontré les eurodéputés quand ils étaient en campagne juste avant les élections, et on ne va pas lâcher sur les sujets qui nous sont chers. Et à propos de la question qu'on posait sur l'abus de droit, alors là-dessus, moi, je ne sais pas exactement, mais il me semble que ça doit avoir un lien avec le verrou de Bercy et le fait que c'est extrêmement compliqué en fait de s'attaquer à une entreprise multinationale qui pratique de l'évasion fiscale, et que en plus, quand on dit que on ne peut l'accuser d'abus de droit que si on arrive à prouver que ces opérations ont pour unique motif, le mot c'est exclusif, l'optimisation fiscale, là ça rend les choses encore plus complexes. Et je finirai juste en réponse à Madame Monique Vincent-Charlot,
que quand même, quand on a attaqué, quand les puissants se sont mis à se dire qu'il fallait faire quelque chose sur les paradis fiscaux parce que ça devenait intenable de dire aux gens serrez-vous la ceinture pendant que les autres ils ne payent pas d'impôts, ils ont commencé avec les fameuses listes, et là où la société civile n'est pas rentrée dans le jeu justement en disant mais le problème c'est pas les territoires, le problème c'est les utilisateurs. Donc et c'est là qu'on a quand même réussi. Je dis pas qu'on n'a pas réformé le système, c'est pas le cas, mais quand même dire que on arrive à faire un tout petit peu bouger les lignes, ne serait-ce que même que dans la façon dont ils ont proposé des solutions. Avant c'était une liste, maintenant on parle des utilisateurs. Et donc il y a quand même un progrès à ce niveau-là. Et pareil sur l'OCDE, on est content qu'ils disent il y a un problème. Ils ont tellement dit pendant des années qu'il n'y en avait pas que c'est déjà un pas en avant. Mais on est aussi sur une critique très forte du fait que c'est effectivement le club des pays riches qui décide pour les autres, et il y a un plaidoyer important avec d'autres organisations de société civile du Sud pour que ce sujet-là de débat sur ces règles à réformer au niveau, ces règles fiscales à réformer au niveau international, elle se fasse par exemple à l'ONU. Bon oui, vous allez me dire l'ONU, d'accord, mais au moins enfin, on essaye de voir les autres alternatives dans les autres comment dire, espaces dans lesquels ces sujets peuvent être discutés. Voilà. Juste une chose, on n'a pas du tout parlé des pays du Sud. Et il y a une organisation où sont certains anciens du FMI, ce sont des gens qui connaissent très bien le système international, et ils disent que probablement les pays du Sud sont volés de quelques 900 milliards de dollars chaque année, ceci à travers les transnationales et l'utilisation des paradis fiscaux. Je crois qu'on a à réfléchir là-dessus aussi. Mais laissez-moi ajouter que quelqu'un de l'OCDE qui est un économiste et qui est employé, enfin il n'est pas spécialement lui-même un riche, et il dit mais ça va passer, ça va prendre du temps, mais ça va passer parce que les États ne collectent plus d'impôts. Quand la France a un déficit qui est à peu près égal à une année de perte d'impôts, il faudrait que quelqu'un un peu moins con que François Hollande réagisse et prenne des initiatives. Et je crois que ça va leur être obligatoire, parce que sinon, ils ont des problèmes sociaux. Couper toutes les écoles, enfin détruire la Sécu, etc. Ils ont cette option. Il faudrait leur rappeler, pas trop doucement, que cette option existe, que l'argent est là. Le monde croule sous l'argent. Le sable, comment on fait pour les forcer à agir? Les solutions, ils les connaissent. Ils n'en veulent pas. On est là pour ça. Attendez, il y a encore l'intervention. Juste, puisque j'ai le micro, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une autre série de questions. Et oui. Donc, Lucie, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Alors, je voulais vous demander. Oui. Oui, en fait, donc Lucie reste ici des heures pour en parler avec vous. Monique est là. Ce qu'on espère, c'est que les paradis fiscaux et l'évasion fiscale disparaîtront avant les États. Ouais. Et je vous invite à vous joindre à moi pour un grand, peut-être standing ovation, mais gardez vos vêtements. Et on applaudit nos femmes de choc et nos intervenants. Merci à tous.